Bonjour tout le monde, vous êtes nombreux, plus de 300 à vous êtes connectés à cette formation spéciale avec l'Agence de revenus du Canada sur la subvention salariale. Nous vous en remercions d'avance. Mon nom est Gopinath Jayabalaratnam, je suis analyste principal des politiques à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante à Montréal. Je suis accompagné aujourd'hui d'une de mes patronnes, Corinne Paulman, vice-présidente principale aux affaires nationales et aux partenariats, qui est basée à Ottawa. D'abord, je tiens à vous rappeler que vous pouvez poser des questions. Le panel des questions se trouve d'habitude à la droite de votre écran. Si vous cliquez sur le bouton orange avec une flèche qui pointe à droite, ce panel apparaîtra déjà et vous pourrez poser vos questions. Vous retrouverez également des documents que nous avons joints à cette présentation. Donc, si les documents ou la présentation ne répond pas à vos questions, s'il vous plaît, nous les écrire et nous tâcherons de les répondre du mieux qu'on peut. S'il vous plaît, gardez les questions très précises pour nos conseillers aux entreprises et les questions davantage globales, il nous fera plaisir de les traiter. Vous êtes plus de 340 déjà, donc en quelques secondes, ça vient d'augmenter. Donc, il se peut que vous sentiez un peu de lenteur ou des problèmes au niveau du son, c'est normal. S'il vous plaît, restez connectés, puis ça devrait se régler par soi-même. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole sans plus tarder à Corinne Paulman. Merci, Gopinath, et bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire sur les subventions salariales d'urgence du Canada. Et merci de nous joindre aujourd'hui. Alors, Gopinath sera notre animateur pour le webinaire aujourd'hui, mais moi, je vais faire un peu de mots d'introduction ici. Alors, on est très contente d'avoir des participants de l'Agence Revenu du Canada aujourd'hui qui vont répondre à vos questions concernant le SSUC et Gopi va les introduire en quelques minutes. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que le FCE est toujours là pour vous. Par exemple, en mettant à jour régulièrement notre site web FCEI COVID-19. En plus, si vous avez des questions auxquelles nous ne sommes pas en mesure de répondre aujourd'hui, vous pouvez toujours nous appeler. Et là, vous avez le numéro de téléphone, c'est le 1-888-234-2232 ou par notre site web. Vous pouvez également appeler la ligne d'assistance dédiée au SSUC de l'ARC, là aussi sur la diapo devant vous, c'est le 1-833-966-2099 ou visitez le site web avec le lien qui est sur la diapo en plus. Je vais également mentionner que nous avons travaillé en collaboration avec l'ARC au cours des dernières semaines en leur fournissant des commentaires sur le calculateur, par exemple, qui sera présenté ici aussi aujourd'hui, et sur les moyens d'améliorer le programme. Alors, avec ça, je voulais remercier l'ARC d'avoir écouté certaines de ces préoccupations qui venaient directement de vous, nos membres. Alors, je sais que vous avez beaucoup de questions. Alors, je vais passer la parole encore à Gopi qui va présenter nos invités. Merci beaucoup, Corinne. Donc, nous allons commencer avec un mot d'ouverture de Matthew Gray, qui est conseiller politique au cabinet de la ministre du Revenu national. Ensuite, nous allons participer à un panel qui va être composé de Randy Hewlett, qui est directeur général à la direction de la politique législative de l'Agence de revenus du Canada. Denis Chartrand, qui est un gestionnaire dans la section du traitement des déclarations de la TPS-TVH. Et enfin, Marc Lebrun, qui est sous-commissaire adjoint à la Direction générale des programmes d'observation. Après ce panel d'experts, nous allons assister à une présentation de la calculatrice qui a été mise en place par Maxime Guénette, qui nous provient du bureau du sous-commissaire de la Direction générale des affaires publiques et chef de la protection des renseignements personnels. Donc, sans plus tarder, je retourne la parole à Matthew Gray pour un mot au nom de la ministre du Revenu national. Salut, merci pour l'introduction, Gopinath. Au nom de la ministre du Revenu national, l'honorable Diane Leboutillier, je veux vous remercier pour participer sur cet appel à propos de la subvention salariale d'urgence du Canada.
Ce programme constitue une mesure phare de notre plan d'intervention économique en réponse aux effets de la pandémie. Dès le début de l'août, la subvention a versé plus de 26 milliards de dollars en subvention à plus de 275 000 employeurs et a soutenu des millions de travailleurs. Le programme fonctionne seulement en partenariat avec vous. C'est pourquoi la priorité est mise sur les consultations avec les intervenants du milieu. On connaît que les impacts particuliers qui étaient soufferts par les petites et moyennes entreprises pendant la pandémie. On est très conscient aussi à l'importance que le programme soit facile d'accéder et gage de confiance et de stabilité. Au cours des consultations mises sur pied par le ministère des Finances, de nombreuses idées ont été partagées sur la façon dont la SSUC pourrait être améliorée afin de soutenir les entreprises et les employés. Quelques accommodements et changements étaient donc nécessaires afin de continuer de protéger les emplois et de stimuler la croissance économique. L'Agence s'est engagée à vous donner l'information et le support nécessaire pour vous adapter à la nouvelle version du programme, changements qui débuteront dès la 5e période aujourd'hui. On espère que les nouveaux outils présentés aujourd'hui vont faciliter cette transition. Je vous remercie encore pour votre participation sur cet appel et un gros merci aussi pour le FCEI qui a servi comme conduit vital pour disséminer l'information et nous aider à comprendre vos besoins. Merci aussi aux fonctionnaires de l'ARC qui ont travaillé si fort pour livrer ce programme et pour leur engagement avec vous. Je vais rester sur la ligne pour entendre vos questions et vos commentaires et je vais tourner la parole à M. Maxime Guenette. Merci pour votre temps. Merci Mathieu. Alors mon nom est Maxime Guenette. Je suis, comme le disait Corinne, le sous-commissaire des affaires publiques et le chef de la protection des renseignements personnels pour l'agence. Avant de passer à l'allocution d'ouverture de nos participants aujourd'hui et à la petite démonstration de la calculatrice, on croyait pertinent de prendre juste quelques instants pour parler un peu des cyberattaques dont il a été question dans les médias. Vous avez peut-être vu la conférence de presse qu'on a organisée ce matin pour mettre à jour les Canadiens sur ce qui se passait là-dessus. Donc, la session, évidemment, d'aujourd'hui ne porte pas là-dessus, mais je crois comprendre que certains d'entre vous avaient peut-être des questions, donc on croyait que c'était pertinent de prendre quelques instants juste pour en parler. Donc, ce qu'on voulait mentionner, c'est que vous aurez remarqué que depuis ce matin, on a pu ramener en ligne mon dossier d'entreprise pour permettre aux applications de la subvention salariale de pouvoir aller de l'avant en ligne. On est très confiant, comme le disait notre dirigeante principale de l'information ce matin, que notre posture côté sécurité est robuste et qu'on a mis en place des mesures pour contrer les attaques auxquelles on a pu faire face. Je voulais aussi rassurer les gens qu'il y a les comptes qui ont été potentiellement affectés par la cyberattaque. Il ne s'agissait pas de comptes dans mon dossier d'entreprise, donc il n'y avait pas de compte d'entreprise qui faisait partie de cette liste-là. C'était des attaques surtout, en fait, exclusivement sur mon dossier, donc pour les particuliers. Donc, on est très confiant que le portail en ligne est sécure et que les applications peuvent rentrer. Et en fait, je crois qu'il y a déjà plusieurs centaines d'applications qui sont rentrées depuis ce matin sur mon dossier d'entreprise. Donc, c'est simplement pour mentionner ça. J'ose espérer que ça va rassurer les gens et on espère pouvoir ramener nos autres services en ligne vers le milieu de la semaine, comme le disait notre dirigeant principal d'information. Donc, c'est tout ce que je voulais mentionner là-dessus. Je pense qu'à ce point-ci, je passerai la parole à mon collègue Randy Hewlett. Bonjour tout le monde, je m'appelle Randy Hewlett et je suis le directeur général de la direction de la politique législative à l'Agence du revenu du Canada. Comme vous le savez, la subvention salariale d'urgence du Canada a subi d'importants changements, y compris sa prolongation jusqu'au 21 novembre 2020. L'Agence a lancé un calculateur en direct amélioré de la subvention pour aider les employeurs
à faire leur demande pour la prochaine phase du programme, qui acceptera les demandes pour la période 5 à compter d'aujourd'hui. Les employeurs peuvent s'attendre à recevoir le paiement dans les 3 à 5 jours ouvrables s'ils sont inscrits au dépôt direct. Grâce à la subvention bonifiée, un plus grand nombre d'entreprises y seront admissibles et auront une marge de manœuvre supplémentaire. Nous encourageons les employeurs à jeter un autre coup d'œil à la subvention bonifiée et à voir s'ils sont maintenant admissibles, même s'ils ne l'étaient pas au début. Les améliorations apportées à la subvention comprennent également une subvention complémentaire de maximum de 25% supplémentaire pour aider les employeurs admissibles à reprendre leurs activités. Merci. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue Denis Chartrand. Merci, Randy. Je m'appelle Denis Chartrand. Je suis gestionnaire au niveau de la section du traitement de déclaration de la TPS-TVH au sein de la Direction générale de cotisation et de prestation de services au niveau de l'Agence du revenu du Canada. Donc, même si le processus de demande de la subvention demeure le même, c'est-à-dire à partir des portails Mon dossier d'entreprise ou représenter un client ou bien au niveau de l'application de formulaire web, le nouveau calculateur de la subvention rendra le processus plus simple. Le calculateur est maintenant accessible en ligne et sous forme de feuille de calcul et se trouve sur la page web de l'Agence sur la subvention. Vous y trouverez également des renseignements détaillés sur le fonctionnement de la subvention, sur l'admissibilité et sur la façon dont les périodes de demande sont structurées. Le calculateur aide les employeurs à suivre un processus étape par étape qui leur indique le soutien maximal auquel ils ont droit en fonction des renseignements qu'ils fournissent, et ce, même avant qu'ils en aient fait une demande. Le portail de demande de la subvention permet également aux demandeurs de modifier leur demande sans pénalité si certains des renseignements fournis initialement sont inexacts ou bien si les demandes doivent être modifiées pour une raison quelconque. J'aimerais également profiter de cette occasion pour rappeler aux employeurs qui doivent soumettre une demande distincte pour chaque période de demande de la subvention à laquelle ils sont admissibles. Pour obtenir du soutien, l'Agence a mis en place une ligne réservée à la subvention pour que les employeurs puissent parler directement à un agent pour connaître les conditions d'admissibilité et la manière de calculer une subvention ou de faire une demande. L'Agence encourage également les employeurs qui ne l'ont pas déjà fait à s'inscrire à Mon dossier d'entreprise ou à représenter un client, ainsi qu'au dépôt direct. Merci. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Marc Lebrun. Merci beaucoup, Denis. Bonjour, je m'appelle Marc Lebrun. Je suis commissaire adjoint à la Direction générale des programmes d'observation. L'approche de l'Agence à l'égard de l'observation liée à la subvention consiste à offrir rapidement aux entreprises une certitude qui les aiderait à bien faire les choses dès le début. Nous y parvenons grâce à la sensibilisation, la mobilisation des entreprises et des groupes d'intervenants, grâce à des questions et réponses qui abordent des questions courantes et grâce à la ligne réservée aux demandes de renseignements sur la subvention, qui a permis à nos vérificateurs de prêter main forte à notre personnel. Nous avons aussi effectué beaucoup de travail relativement à l'observation avant le paiement. À mesure que les demandes sont reçues, nos outils d'évaluation du risque et nos analyses nous permettent de déceler les erreurs et les cas d'inobservation intentionnelle à l'étape de l'examen avant le paiement et de soumettre ces demandes à un examen plus approfondi. Nous tâchons de mener les examens avant paiement le plus rapidement possible et la plupart l'ont été dans un délai de 72 heures. L'Agence surveille sans relâche les demandes pour déceler les cas d'inobservation intentionnelle. Elle mènera des vérifications et imposera des pénalités dans les cas les plus flagrants. L'Agence entreprendra aussi des vérifications après paiement à compter de la nuit. L'approche de l'Agence consistera toutefois à travailler avec les employeurs afin de corriger les erreurs et de s'assurer qu'ils reçoivent les prestations maximales auxquelles ils ont droit. J'aimerais maintenant redonner la parole au modérateur, Gopinath. Merci.
Gopi, oui, vous bonjour. m'entendez? Merci. Je crois comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui ont un problème de son. Si vous m'entendez, juste essayez de vous connecter par téléphone, s'il vous plaît. Nous essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe pour que tout le monde puisse assister de façon convenable à cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous allons les passer dans les prochaines minutes. Donc, nous allons passer à la présentation de Maxime Guénette, je pense. Donc, Rachel et Maxime, vous allez nous présenter la calculatrice. Oui, c'est exact. Alors, Maxime Guénette, encore une fois, je pense que Rachel va être la personne qui va projeter son écran. Alors, je vais donc lui donner des instructions. Je ne sais pas si on va vouloir aller à la page en français. Voilà. Donc, c'est ça. On voulait prendre quelques instants aujourd'hui pour vous montrer un peu comment on a amélioré et mis à jour le calculateur de la subvention. On sait que ces pages qu'on a lancées dès le 21 avril ont constitué une ressource très, très importante pour les employeurs. Depuis qu'on a lancé cet outil-là le 21 avril, en fait, on a eu près de 6 millions de visites sur les pages de la subvention salariale d'urgence. Et puis, la feuille de calcul du calculateur, donc le chiffrier a été téléchargé près de 1 million de fois. Donc, on sait que c'est une page qui vous est très utile. Et on l'a d'ailleurs mise à jour pour apporter des améliorations, puis on l'espère rendre le calculateur encore plus facile à utiliser et plus facile à comprendre. Et je devrais mentionner aussi que dans le cours du développement de cette nouvelle version du calculateur, on a pu bénéficier, comme c'était le cas dès le début, de commentaires et de suggestions de la part de certains des membres de CFEI. Ce qui nous a été fort utile. Là. Donc, on est très reconnaissant pour votre contribution là-dessus. Alors, cette page-là, c'est la page principale. Je pense que tout le monde sait comment s'y rendre. La page principale de la subvention salariale. Quand vous arrivez sur cette page que vous voyez à votre écran, merci Rachel, vous voyez qu'il y a un gros bouton vert et en dessous, il y a différentes sections. Je n'avais pas l'intention de vous montrer chacune de ces sections-là, mais il y a quand même pas mal d'informations qui est très intéressante et que je vous encourage à lire, y compris la foire aux questions et le guide technique où il y a une foule d'informations là-dessus. Mais évidemment, pour les fins de la présentation aujourd'hui, on va passer immédiatement au gros bouton vert qui nous amène aux pages qui vous permettront de calculer le montant de la subvention auquel vous pourriez avoir droit. Donc, quand vous atterrissez sur cette page du calculateur, on va défiler un petit peu par le bas. Et vous allez voir, il y a une série, où est-ce que ça dit avant de commencer le calcul, un petit peu plus bas, vous allez voir une série de petites cases. Pour les fins de la présentation aujourd'hui, vous n'êtes pas tenu de cliquer ces cases-là ou de les cocher, mais ça vous donne une idée du genre d'informations ou de renseignements ou de chiffres dont vous allez avoir besoin pour utiliser le calculateur. Donc, c'est un petit peu une espèce de checklist là, ou d'aide-mémoire du genre de document dont vous aurez besoin. Alors, donc, on va continuer de descendre. Là, vous voyez ici, utiliser le calculateur. Je demande à Rachel de cliquer sur énoncé de confidentialité, ce qui devrait faire apparaître un texte. Donc, vous voyez ici, juste pour clarifier, donc c'est très clair qu'il n'y a aucune des informations que vous entrez quand vous faites vos calculs sur cette page web qui est enregistrée ou retenue par l'agence. Et évidemment, on vous demande, il y a aucun des champs qui vous demande de l'information ou des renseignements personnels de toute façon, mais il n'y a rien qui est sauvegardé. De la même façon, si vous voulez utiliser le chiffrier, vous pouvez le télécharger sur vos propres ordinateurs et travailler de ce côté-là. Il n'y a pas moyen de sauvegarder d'informations sur les serveurs de l'agence. Donc, c'est juste une façon de protéger les renseignements personnels. Donc, on va descendre. Première étape, on demande la période, on vous demande de sélectionner la période pour laquelle vous faites une demande. Donc, pour les fins de la présentation aujourd'hui, on va demander la période 5, puisque c'est la période pour laquelle il y a eu des changements dans la subvention. Et là, vous voyez donc dans la petite case grise, au fur et à mesure que vous allez choisir des choses, vous allez voir des cases grises qui vont indiquer les choix que vous avez faits. Donc, on décide maintenant à l'option numéro 2, où on va vous demander de calculer la rémunération admissible pour les employés. Et là, vous avez deux options. Vous pouvez choisir le calculateur en direct ou vous pouvez choisir la feuille de calcul.
Ce qu'on recommande, c'est, puis vous allez voir quand on va se rendre au calculateur, surtout pour calculer la rémunération éligible pour les employés, vous avez l'opportunité de, vous avez l'occasion d'ajouter des employés. Donc, mais ce qu'on dit, puis ce que vous voyez là-dessus, c'est si vous êtes un employeur qui allait faire des entrées pour plus qu'une vingtaine d'employés, ça peut être un petit peu onéreux sur la page web. Donc, c'est peut-être plus facile pour vous de travailler à partir de la feuille de calcul. Mais encore une fois, pour les fins de cette présentation-là, on va cliquer sur calculateur en direct, ce qui devrait nous amener au calculateur. Donc, on continue de défiler. Maintenant, on va vous demander ici, première des choses, ça va être pour calculer la base de revenus. Là-dessus, il y a deux options. Pour les fins de la présentation aujourd'hui, on va demander la première, le mois précédent en 2019. Donc, on va vous demander de comparer les revenus pour le mois de 2019 par rapport au mois de 2020. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer 4 différentes données là-dedans pour vous donner une idée en termes de base de revenus, la façon dont le calcul est affecté. Donc, vous voyez que Rachel indique pour les revenus de 2019 un chiffre arbitraire de 100 pour chacun des mois en 2019. Et on va commencer donc, mettons, pour le premier scénario, où on va demander de mettre le chiffre de 10 dans chacune des cases en 2020. Et donc, ce que vous allez voir dans ce scénario-là, évidemment, on parle d'une baisse de revenus de 90% et à un taux de calcul de la subvention de 12%. Ça va vous donner un taux de base de 60%. Et étant donné que la baisse est significative et va au-delà et plus que 60%, il y a un taux supplément de 25%. Et donc, votre taux dans ce scénario-là serait de 85%. Donc, ça, c'est premier des scénarios. Deuxième scénario, on va changer les chiffres. Et ce qu'on va indiquer là-dessus, on va mettre 80. Attendez-moi juste une seconde, m'assurer que je sois pas là. Non, non, c'est ça. On va mettre 65 dans chacun des champs de 2020. Excusez-moi. Rachel est plus vite que moi. Parfait. Et donc, vous voyez, dans ce scénario-là, on parle d'une baisse de revenus de 35%. La baisse de revenus pour la période précédente est également 35%. Baisse de revenus moyenne, donc, de 35%. Ce qui vous donne un taux de 75%. Et ce scénario-là, on l'utilise parce que c'est un scénario qui invoque la règle d'exonération qui vous donne un taux de 75% puisque la baisse du revenu pour la période actuelle ou la période précédente est d'au moins 30%. Donc, c'est une clause, cette clause d'exonération-là, c'est une clause qui existait avant les changements appliqués à la période 5. Donc, vous voyez de la façon dont le calcul s'applique dans ce cas-là. Pour le troisième scénario, ce qu'on va mettre, c'est on va mettre 80 pour avril, mai et juin et 90 en juillet. Donc, dans ce scénario-là, on parle d'une baisse de revenus pour la période en cours de 10%, mais une baisse de revenus de 20% pour la période précédente. Et donc, puisque la baisse de revenus pour la période précédente est la plus élevée, c'est celle du fond, avec un taux de base de 24%, pas de taux supplémentaire là-dessus. Donc, le taux global est de 24%. Donc, on ose espérer que ça enlève un peu le besoin de faire des calculs. Tout ce que vous avez à faire, c'est entrer les valeurs côté revenus d'une année à l'autre et les calculs se font tout à fait automatiquement. Et puis, le quatrième scénario, en fait, j'ai commencé avec ce scénario-là, c'était si on mettait 10 dans tous les champs, ça vous donne un chiffre de 85%. Donc, ça, c'est la façon de calculer votre taux global. Donc, il faut d'abord calculer la baisse de revenus, ce qui va vous donner un taux. Et c'est important de faire cette étape-là, et vous remarquez dans le texte remarque, si vous voulez, avant de passer au calcul du salaire de vos employés, si vous voulez modifier les renseignements sur les revenus, il faut le faire avant de commencer les calculs des employés. Parce que si vous commencez à faire vos calculs d'employés et que vous remontez au haut de la page pour changer la formule des revenus, les calculs pour la rémunération éligible des employés ne seront pas ajustés. Donc, c'est important d'y aller d'une étape à l'autre. Donc, mettons qu'on va avec un taux de 24%. Maintenant, on passe au calcul du salaire des employés. Donc, première question, est-ce que l'employé est une personne sans lien de dépendance? La réponse va être oui pour la vaste majorité des employés, donc on va garder oui.
paie avant la rémunération de base. Donc, on va mettre un montant arbitraire de, je sais pas, 100 ou 1000 ou mettons 1000. OK. Et là, maintenant, on pourra mettre dans, mettons, première semaine, on va mettre mettons 1000 $ par semaine. Et voilà. Donc, si on défile un petit peu, vous allez voir que dans la case grise, tout va être indiqué automatiquement. Maintenant, je vais demander à Rachel de, mettons, pour la 3e semaine, pour le fun, on va cocher la case congé payé. Vous allez voir que là, le montant pour la 3e semaine est passé de 240 $ à 750 $. Puis, ça fait en fonction des clauses qui existent déjà. Donc, ces calculs-là, si vous aviez un employé qui était en congé payé pour cette période-là et que vous l'indiquez de cette façon-là, le calcul se fait automatiquement de ce côté-là. Vous voyez, si vous définissez un petit peu plus bas, vous pouvez maintenant ajouter un autre employé. Si on clique là-dessus, tu peux le faire, Rachel, ça va faire apparaître d'autres cases que vous pouvez remplir. Vous pouvez faire ça autant que vous voulez, mais comme je vous dis, passer 20, là, ça devient un petit peu complexe. On va faire la même chose. Parfait. Et maintenant, en descendant, on a l'option examiner, télécharger, imprimer les calculs. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vous donne un petit tableau qui résume les informations et que vous pouvez soit télécharger et sauvegarder sous forme de feuille de calcul qui va être, vous pouvez utiliser avec des logiciels comme Excel, etc., ou vous pouvez l'imprimer. Alors, si on clique fermer, on va retourner à la page et on espère que l'information ne sera pas perdue. C'est parfait. Et là, ce que vous pouvez cliquer, c'est envoyer les données au formulaire à l'étape 2B. Si on clique là-dessus, les données, donc les cases dans le bas de la page vont être remplies automatiquement en fonction des données que vous avez mis. On va s'arrêter à chacune des cases. Et ce que ça vous donne, maintenant, vous avez un résumé de ce que vous avez fait à l'étape 2 avant de passer à l'étape 3. L'étape 3, on vous demande d'identifier les primes ou les cotisations qui pourraient affecter les calculs. Donc, je sais pas, mettons si on met 50 pour chacune des cases, chiffre arbitraire là, en termes de déduction d'assurance emploi ou de régime des rentes, vous allez voir que les montants apparaissent. Déduction, même chose, vous pouvez descendre, mettons, on va garder ça à 0 pour l'instant. Montant du programme, mettons 0. Juste pour que ce soit facile, vous allez avoir votre résumé de l'étape 4. Et quand vous cliquez vers le bas, vous allez voir la case « Calculer votre subvention salariale totale ». Et voilà, là, vous avez un aperçu que vous pouvez imprimer qui va vous donner les montants pour chacune des lignes quand vous allez dans le portail Mon dossier d'affaires, ou Mon dossier d'entreprise plutôt. Ça va vous dire à chacune des lignes, ligne F, ligne G, ligne H, quel montant vous pouvez entrer et vous voyez le sommaire dans le bas de la page. Et donc, c'est une façon relativement, on espère, facile pour les employeurs, surtout les employeurs de petites entreprises, de pouvoir aller faire des calculs, on l'espère, de façon relativement simple, puis d'avoir une idée de ce à quoi vous pourriez être éligible de ce côté-là. Et d'avoir toute l'information dont vous aurez besoin pour faire une demande dans le système. Et vous voyez le lien à la fin, après avoir imprimé ce document-là, vous pouvez cliquer le lien pour faire une demande et ça vous amène directement à Mon dossier d'affaires. Vous allez vous entrer dans le système pour faire une demande formelle dans le portail. Alors, on espère que, comme je disais, que ces améliorations-là vont être utiles pour les employeurs. On a reçu, dans le cadre de sessions d'information qui ont été organisées par le ministère des Finances, du feedback quand même très intéressant là, de la part d'employeurs qui se sont servis ou qui ont fait des demandes par le passé. On essaie de tenir compte de ces recommandations-là, de ces suggestions-là pour amener des recommandations, pour amener des améliorations au calculateur. Et puis, je veux juste remercier Randy et son équipe. Évidemment, j'ai modifié la présentation, mais derrière ce calculateur, il y a un nombre incroyable de formules relativement complexes que les gens dans l'équipe de Randy et que Randy comprennent très bien et ont été vraiment des partenaires qui ont joué un rôle primordial là, dans le développement de ce calculateur-là. Donc, on espère vivement que vous allez trouver ça utile. Donc, je m'arrête là, puis maintenant, je pense repasse la parole soit à Rachel ou à Gobi. Merci.
Oui, merci beaucoup, Maxime. Bien apprécié cette présentation. Je suis certain que ça a clarifié beaucoup de doutes dans les 400 quelques personnes qui nous écoutent. D'ailleurs, nous avons énormément de questions qui rentrent. Je vous en remercie. Nous allons, sans plus les tarder, nous y attaquer. Nous avons une première question de Linda, une petite facile pour commencer. Est-ce que les vacances de la construction, ou j'imagine tout autre type de vacances, sont admissibles à la subvention salariale? Bonjour tout le monde, c'est Randy ici. En général, je dirais oui. Les montants payés pour les vacances sont admissibles à la subvention salariale. On vient d'ajouter certaines questions à notre site web qui répondent à les nouveaux changements aux règles concernant le congé avec ça, et parce que c'est un grand facteur maintenant dans le calcul pour les périodes de 5 à 9. Alors, il faut faire attention, mais en général, je dirais oui, les vacances, les montants payés pour les vacances sont admissibles. Merci beaucoup, Randy. Nous poursuivons avec une question de Marie-Ève. Elle dit, pour entrer les montants de revenus, nous devons-nous mettre les revenus bruts ou les revenus nets? C'est le revenu brut. Parfait, réponse très claire. Poursuivons avec une question de Marcel. Marcel dit, règle déterminative entre la période 4 et 5. Si nous avons une baisse de revenus de plus de 30% à la période de 4 de juin, donc une baisse qui est comparée à la moyenne de janvier et février 2020, sommes-nous admissibles à la période numéro 5? Okay, on descend. Oui, la réponse est oui. Ici, un changement dans les règles, c'est l'ajout d'une règle de refus, si vous voulez. Et cette règle dit que si on avait une baisse de revenus de 30% dans la période 4, on est réputé d'avoir une baisse de revenus de 30% dans la période 5. Alors, pour la période 5, on pourrait prendre avantage de la subvention salariale de 75%. J'espère que ça répond à la question. Parfait, merci beaucoup. Poursuivons avec une question de Raymond qui dit, qu'est-ce qui arrive si l'employé a un lien de dépendance? Beaucoup de choses, effectivement, mais plus important, c'est si un employé a un lien de dépendance, il faut avoir une rémunération de base. S'il n'y en a pas, la subvention salariale soit être zéro. OK, excellent. Merci pour la réponse claire. Tournons-nous vers une question de Bianca qui nous dit, doit-on obligatoirement être admissible à toutes les périodes ou pouvons-nous en sauter? Je ne sais pas si je comprends bien la question. Peut-être, Copenas, vous pouvez ajouter des précisions. Oui, donc mon interprétation, c'est que est-ce que Bianca doit demander la subvention pour tous les mois, toutes les périodes, ou bien si elle n'a subi qu'une perte pour une certaine période, elle peut demander la subvention juste pour certaines périodes? Oui, c'est pas nécessaire. C'est obligatoire de remplir une formulaire pour avoir droit à la subvention salariale, bien sûr, mais si on n'a pas de base de revenus requise pendant une période, ça ne veut rien dire pour une autre période. Alors, on peut appliquer pour la subvention dans l'autre période. J'espère que ça répond à la question. Oui, j'espère que Bianca, on a répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à nous appeler. On va essayer de vous orienter là-dedans.
En attendant, allons-y vers une question posée par Jean-Philippe. Il nous dit, si nous sommes une nouvelle entreprise acquise le 1er mars 2020, que pouvons-nous utiliser comme revenu de référence? Ça, c'est un problème en général pour les nouvelles entreprises qui ont commencé des opérations après le début de mars 2020. Il n'y a pas de revenus pour faire une comparaison. Alors, en général, ils ne sont pas admissibles à la subvention, mais il y a eu des changements concernant certaines entreprises qui achètent je ne sais pas quel est le mot. Allô? Je pense que nous avons perdu Randy. Bon, on va poursuivre. Est-ce que tout le monde m'entend? Allô? Oui, allô, est-ce que Gopinath, est-ce que tu es encore là? Oui, je suis là. Là, j'entends. OK, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Randy a coupé. Oui. Non, on vous Non, attend. j'ai répondu à la question. OK, ça marche. Je vais continuer dans ce cas-là. Merci beaucoup. Donc, ici, nous avons une question de Marlène qui nous dit, deux propriétaires actionnaires qui travaillent à temps plein peuvent-ils inclure leurs dividendes dans le calcul de la subvention? Non, les dividendes ne sont pas admissibles dans le calcul parce qu'ils ne sont pas la rémunération admissible. Ça, c'est clair dans la loi. OK, excellent. Merci beaucoup. Donc, nous allons poursuivre ici avec une question de Martin. Il dit, pour la période 5, avec revenu inférieur à 70%, on choisit de réclamer de l'ancienne façon. Est-ce qu'on choisit la nouvelle façon dans les mois à venir ou on reste avec l'ancienne façon? Je ne sais pas si j'ai bien compris les questions, mais je vais prendre une minute pour réfléchir à la question. Oui, ça marche. En attendant, nous allons poursuivre avec les questions que nous recevons quand même en quantité importante. Merci à Clémence d'en faire le tri puis de me les partager. Nous avons toutes sortes de questions, des questions qui reviennent. Mais, Donc, si vos questions ne sont pas posées, c'est parce que ça a été posé sous d'autres formes par d'autres gens. Donc, je repasse la parole à Randy. oui, je peux répondre en général à la question, mais c'est pour la période 5 et 6, on a la règle de refuge et le calcul est différent aussi pour la période 5 à 6, mais pour la période 7 à 9, la règle de refuge n'applique pas, mais aussi le calcul est différent. Alors, mais ça dépend des circonstances, mais je ne peux pas répondre directement à la question en ce moment. Mais je vous encourage de consulter notre site web où on a plusieurs fois aux questions concernant le calcul de la subvention salariale pour les périodes 1 à 4, 5 à 6 et 7 à 9 parce que les règles sont différentes. Et aussi, on a plusieurs exemples. Parfait, merci beaucoup, Randy. Allons-y avec deux questions ici de Julie et Manon. C'est encore une fois sur le thème des congés ou des congés de maladie, tout simplement. Julie dit, est-ce que nous cochons la case congés payés si nous payons des vacances des employés? Et Manon dit, est-ce que les jours de maladie rémunérés sont considérés?
Oui, en général, les jours de maladie ça ne sont pas les congés pour limiter le montant de la subvention salariale dans les périodes 5 à 9. Et c'est le même cas pour des vacances. Excellent, parfait, merci beaucoup. Nous avons ici une question de Catherine qui dit si j'ai des nouveaux employés qui n'étaient pas à l'emploi avant la COVID, qu'est-ce qu'on met dans la case du salaire avant? Un instant. Si c'est un employé avec un lien de dépendance, c'est un problème comme j'ai dit auparavant, parce que s'il n'y a pas de rémunération de base, la subvention salariale soit être zéro. Mais pour les employés qui n'ont pas pas un lien de dépendance, il faut utiliser le montant de zéro, j'imagine, dans le calculateur. Et ça pourrait fonctionner bien, je pense. Parfait, merci Randy. Nous avons une question de Lise ici qui dit si je n'ai pas d'employé dans ma compagnie, c'est seulement moi qui travaille, est-ce que je suis admissible car j'ai perdu du salaire malgré ce fait-là? Ça dépend. Si c'est une corporation et le propriétaire a une rémunération de base, il pourrait être admissible. Mais si c'est une sole proprietor, ils ne sont pas admissibles. Parfait, merci beaucoup Randy. Poursuivons ici avec une question contexte, disons, qui nous provient d'Angèle. Elle travaille dans le secteur touristique, donc je vais prendre le temps de la poser au complet. Angèle dit, j'opère une entreprise touristique. Nous sommes durement touchés, 97% de baisse en juillet. Comment expliquez-vous que la subvention diminue de manière drastique dès le mois d'octobre? Est-ce une éventualité que 75% pourrait être maintenu pour le secteur durement touché? Sinon, je vais devoir licencier toute mon équipe dès octobre. Je pense que c'est plutôt une question de la politique législative qui est la responsabilité du ministère des Finances. Alors, j'ai pas dans la possibilité de répondre à la première question. Et pour la deuxième question, est-ce qu'une éventualité que le 75% puisse être maintenu pour les secteurs durement touchés? Certains sont admissibles, bien sûr, mais de mon côté, je ne pourrais rien pour répondre à ces questions de la politique fiscale, malheureusement. Et Gopinath, je vais mentionner seulement, c'est Corinne, oui. Angèle, que le FCI vont continuer à pousser pour des subventions ou d'aide pour des secteurs comme celui-ci. Parce que je sais qu'il y a plusieurs secteurs, dans le tourisme aussi, avec les événements, par exemple, ou les gens qui font des réunions qui n'ont pas de revenus à le moment, probablement ne vont pas avoir de revenus pendant les prochains mois. Alors, on sait beaucoup que c'est un grand problème et le FCI vont continuer à pousser le gouvernement. Comme Randy a dit, c'est vraiment une question politique. Et on va continuer à pousser le ministre des Finances, par exemple, de continuer ces subventions ou une sorte d'aide pour ces secteurs-là. Alors, je veux juste mentionner ça, pour assurer Angèle qu'on va continuer à pousser pour les secteurs comme celle-ci. Merci Corinne, je suis certain que Angèle se voit rassurée. Nous allons retourner avec une question de Louise qui dit pour les employés à pourboire, le brut inclut la rémunération venant des heures travaillées et des pourboires.
Doit-on inclure la rémunération venant des pourboires ou pas? C'est une bonne question et on a une foire aux questions sur notre site web concernant les pourboires. Et en général, les pourboires qui sont contrôlés, ils sont admissibles comme rémunération admissible pour la subvention salariale. Mais je vous encourage de référer à notre foire aux questions sur le site web. Parfait, merci Randy. Nous avons une question de Sarah maintenant. Elle dit, un employé qui était sur la PCU pour la période 5 peut-il être admissible à la subvention salariale? Si oui, comment opérer la compensation de revenus ou le remboursement? Un instant. Oui, effectivement, concernant la subvention salariale d'urgence du Canada, il n'y a aucun lien avec la prestation canadienne d'urgence. Alors, un employé qui a reçu le PCU pourrait être admissible pour la subvention salariale, mais l'agence encourage les employeurs de demander aux employés de contacter l'agence pour rembourser, si vous voulez, le montant s'ils ont reçu le PCU, le même temps qu'ils ont reçu un salaire. Parfait, merci Et beaucoup. on a des lignes directrices, encore une fois, sur notre site web pour les employés qui sont dans leur choix d'une PCU et qui veulent leur rembourser. Ça marche. Merci beaucoup, Randy. Nous avons une question ici de Sandra. Elle dit, est-ce que les facturations que les intercompagnies font doivent être calculées dans les revenus? En général, oui, mais il y a plusieurs choix qui pourraient être faits dans ce cas. Et on a des fois aux questions et des exemples sur notre site web. Alors, je vous encourage de consulter le site web et plus particulièrement concernant les choix qui pourraient être effectués concernant le revenu d'intercompagnie. Ça marche, merci. Ensuite, une question de Norbert qui dit, le crédit d'impôt sur la masse salariale doit-il faire partie du calcul du revenu admissible? C'est quoi la masse salariale? Je ne comprends pas ça. Le masse salariale, ça veut dire c'est l'ensemble des salaires versés par un employeur. J'ai pas une bonne réponse en ce moment. OK, il n'y a pas de problème. Nous allons la noter. Oui, c'est mieux de le considérer. Parfait. Nous allons la noter cette question, puis nous allons essayer de vous revenir dès que possible à la fin de cette présentation. Pour l'instant, nous allons nous tourner vers une question de Bernard. Il dit, je suis le seul propriétaire de mon entreprise et je me paye un salaire depuis. Mon salaire n'est-il pas admissible à la subvention? C'est une question qui revient souvent, cette question-là, Randy. Pour les entreprises individuelles, non. Le montant que le propriétaire retire de l'entreprise n'est pas admissible à la subvention. Parfait, merci Randy. Nous avons... Mais si c'est un actionnaire d'une entreprise qui est le seul actionnaire qui a une rémunération de base, oui, le montant pourrait être admissible.
Parfait, merci de la nuance. Nous avons une question ici de Martine. Elle dit, est-ce que le maximum était de 12 semaines ou est-ce que ça a changé? Je ne sais pas si j'ai compris la question, mais le maximum était de 12 semaines. Est-ce que vous avez des précisions, Gopinas? Je vais essayer de l'interpréter. Est-ce que la subvention salariale pouvait être versée que pour un maximum de 12 semaines? On a ajouté les autres périodes. Je ne sais pas si c'est les questions ou non, mais je ne comprends pas les questions. D'accord. Peut-être, Martine, vous aussi, vous pourrez nous appeler. On va essayer de clarifier cela hors ligne. Donc, merci beaucoup. Nous allons passer avec une question de Natacha. Natacha qui dit, est-ce que nous pouvons réclamer les déductions aux sources payées par l'employeur depuis la période numéro 5? Dans ce contexte, je ne sais pas si je comprends les questions par rapport à la subvention de salariale, mais c'est en général le montant qui est une rémunération admissible inclut le salaire brut de l'employé, les montants que l'employeur paie pour le régime de pension de Canada ou pour l'assurance d'emploi, ces montants ne sont pas admissibles et les autres avantages sociaux ne sont pas généralement admissibles non plus. Parfait, merci beaucoup. Nous avons une question de Louiselle. Elle dit, suite à la demande de subvention salariale, ça prend combien de temps pour recevoir le paiement de ces subventions-là? Je vais donner la parole à mon collègue Denis Chartrand pour répondre à cette question. Effectivement, merci. Donc, pour question du délai, c'est quand même très rapide, surtout si vous êtes enregistré pour le dépôt direct. Et évidemment, si votre demande n'est pas sélectionnée pour une révision un peu plus approfondie, on regarde environ 3 à 5 jours ouvrables pour le paiement dans le cas d'un dépôt direct, puis environ une dizaine de jours ouvrables si on parle d'un chèque qui doit être envoyé par la poste. Merci. Excellent, merci beaucoup. Nous avons une autre question de Louiselle qui revient beaucoup. Est-ce que la subvention salariale est imposable à la fin de l'année financière? Oui, le montant de la subvention salariale est imposable. Et alors, il faut l'inclure dans le revenu et dans la déclaration de revenus. Pour retourner à une question auparavant, je pense que j'ai certaines précisions maintenant, mais le montant de la subvention salariale n'est pas en général inclus dans le revenu au fin du calcul de la subvention salariale. Alors, si un montant est reçu dans la période, par exemple, 5 pour la période 4, il n'est pas nécessaire d'inclure ce montant dans le revenu au fin du calcul de la subvention salariale pour la période 5. Et merci, Rachel, pour la précision. Parfait, merci beaucoup. Nous avons une autre question ici de Lise qui dit, je suis conseillère financière et j'ai mon bureau à domicile avec aucun employé. J'ai ma propre compagnie. Est-ce que j'ai le droit d'avoir ma subvention? Elle ne précise pas si elle est propriétaire. Elle dit qu'elle a sa propre compagnie. Donc, comme cette question nous revient souvent, je vous la repose. Alors, c'est pas possible de répondre directement à la question, mais j'encourage Lise de consulter notre foire aux questions. Il y a plusieurs exemples
qui explique les règles et comment les règles s'appliquent dans certaines circonstances. Parfait, merci. Nous avons une question de Sylvain qui dit « J'ai pris un nouveau commerce en janvier de cette année et ce commerce a débuté ses opérations en juin 2019. Donc, le commerce existe depuis l'été passé, mais il en a pris acquisition depuis le début de cette année seulement. Est-ce que j'ai le droit à une subvention salariale? Si oui, quel comparable dois-je utiliser? J'ai pas suffisamment d'informations de répondre, mais en général, si on n'a pas de revenus dans une période antérieure, une période de référence, l'employeur admissible peut choisir un moyen de revenu pour les mois de janvier et février de 2020. Mais comme j'ai dit, c'est pas possible de répondre directement à la question, mais j'encourage Sylvain pour consulter notre site web et encore beaucoup d'informations qui pourraient l'aider. Parfait, merci beaucoup. Nous avons ici une question de Marie-Ève qui semble avoir un problème technique. Marie-Ève dit, est-ce que le site est fonctionnel pour envoyer notre demande pour la période numéro 5? Elle dit qu'elle a un message d'erreur après l'étape 1. Je vais passer le parole à mes collègues Denis ou Maxime pour répondre. Merci beaucoup. Donc, si ce n'est pas précisé quel service en ligne est utilisé, donc, tel qu'on l'a mentionné au début de la conférence, juste rappeler aux gens que présentement, mon dossier d'entreprise est disponible et aussi les codes. Donc, je ne sais pas si la personne elle utilise le service représenter un client qui, lui, n'est pas fonctionnel. Donc, si c'est le cas, pas fonctionnel devrait l'être, on espère bientôt. On a mentionné environ le milieu de la semaine. Sinon, ça serait peut-être d'appeler nos agents de soutien qui pourraient, à l'aide du message d'erreur, pourraient vraiment vous guider là, à essayer de savoir pour corriger la situation, pour poursuivre la demande. C'est ce que je peux fournir comme information. Merci. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, c'était notre dernière question. Nous nous approchons de la fin de ce webinaire. Je remercie encore une fois nos panélistes pour avoir répondu à ces questions-là et je vous remercie également pour votre patience malgré les difficultés techniques que nous avons eues avec le son. Je redonne la parole à Corinne Paulman pour le mot de la clôture. Merci, Gopinath, et merci à nos invités de l'Agence Revenu du Canada. J'espère que certaines de vos questions ont été répondues au cours de la dernière heure. Sinon, comme j'avais dit, vous pouvez toujours appeler à l'ARC eux-mêmes au 1-833-966-2099 ou vous pouvez nous appeler au 1-888-234-2232. Nous utiliserons également vos questions pour mettre à jour notre foire aux questions sur notre site web. Alors, je vous invite à regarder ça. Et ça va nous aider aussi à comprendre comment ce programme peut être amélioré. Alors, comme j'avais dit, on va toujours pousser le gouvernement d'améliorer ces programmes et d'être en place pour des gens qui en ont besoin. Alors, finalement, je veux dire que nous invitons à nous contacter quand nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons pour vous aider à traverser cette période difficile. Alors, on est ici pour vous et s'il vous plaît, utilisez les ressources de SCUI pour vous aider. Alors, c'est tout, Gopi. Alors, je vais laisser à vous ou à terminer peut-être le webinaire. Parfait. Merci beaucoup à vous tous. Passez une belle fin de journée. Merci. Bye. Merci.